Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse au chapitre 15 qui est les élections professionnelles. Ce chapitre, c'est le plus long de l'année, il est très dense. On va le décomposer en plusieurs parties. Premièrement, les élections professionnelles, comment ça se passe avec les différents collèges et la procédure concrètement. Ensuite, on va s'intéresser au CSE. Le CSE pour lequel on s'est quand même déjà intéressé dans d'autres chapitres. Ici, on va rentrer un peu plus en détail avec également le fonctionnement, l'élection du CSE, etc., les attributions qu'il a, ces attributions qui vont varier selon les effectifs, également les experts auxquels peuvent recourir les membres du CSE, et enfin on va voir les institutions représentatives du personnel, pour finir par la protection des représentants du personnel contre le licenciement et le contenu du régime protecteur. Donc premièrement, les élections professionnelles ont lieu tous les 4 ans. C'est l'employeur qui doit prendre l'initiative des opérations électorales. À défaut, c'est un salarié ou un syndicat qui peut saisir l'employeur pour demander l'organisation des élections. La préparation de ces élections, tout d'abord, le protocole d'accord préélectoral, il va être négocié entre l'employeur et les syndicats pour répartir les sièges entre les différentes catégories du personnel, la répartition des salariés dans les collèges électoraux et les modalités d'organisation des élections. La répartition, elle va se faire entre deux collèges, des collèges d'ouvriers et d'employés et des collèges d'ingénieurs, de chefs de service, techniciens et agents de maîtrise. Il y a deux exceptions possibles, il y a d'autres collèges qui peuvent être prévus, notamment il y a un seul collège s'il y a moins de 26 salariés, et il y a également un collège dédié aux cadres si le nombre de cadres excède 25. La négociation de cet accord, elle est prévue par une invitation de l'employeur au plus tard 2 mois avant l'expiration des mandats, c'est pour qu'ils soient chevauchants. Ceux qui remplissent les critères de respect des valeurs républicaines et interdépendance d'ancienneté, enfin en gros, pour les syndicats qui sont conviés, c'est ceux qui respectent les 4 conditions juste ici. Les conditions pour que le protocole d'accord préélectoral rentre en vigueur, doit être signé par la majorité des syndicats participants, dont les syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour. Ça, c'est la condition pour que le protocole d'accord préélectoral rentre en vigueur. Au niveau des candidatures, il y a des conditions pour être électeur et également des conditions pour être candidat. Les conditions pour être électeur, c'est avoir au moins 16 ans, justifié d'une ancienneté d'au moins 3 mois et disposer de l'ensemble de ses droits civiques. Les 4 conditions pour être candidat, 18 ans au moins, une ancienneté d'au moins 1 an, disposer de l'ensemble de ses droits civiques et être indépendant vis-à-vis du chef d'entreprise. Les candidatures au premier tour, elles se font uniquement par les syndicats qui peuvent représenter des listes de candidats, donc les candidatures ne sont pas libres. On va voir dans un second temps que dans certaines hypothèses, les candidatures peuvent être libres sans forcément passer par les syndicats. Ceux qui peuvent être représentés par les listes, c'est ceux qui remplissent les critères de respect des valeurs républicaines, interdépendance et d'ancienneté d'au moins 2 ans, les syndicats représentatifs, ceux qui ont constitué une section syndicale dans l'entreprise, les syndicats affiliés à un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel. Voilà. Ça, c'est les 4 types de syndicats qui peuvent présenter des listes. On ne va pas rentrer en détail à chaque fois, mais en général, c'est les syndicats relativement importants. Les candidatures au deuxième tour, il y a 3 hypothèses, dans un délai de 15 jours, si le nombre de votants est inférieur à la moitié des inscrits, si certains sièges sont non pourvus, et si aucun syndicat n'a présenté de liste de candidats au premier tour. Dans ce cas-là, à ce tour-là, les candidatures sont libres et toute personne peut donc présenter une liste de candidats. Ça, c'est évidemment dans le respect de ces 4 conditions que ça doit être fait. Le scrutin, l'employeur doit informer les salariés de l'organisation des élections au premier tour dans les 45 jours de cette information, sauf en cas de franchissement du seuil d'effectif de délai. Le délai va être porté à 90 jours. Les candidats sont élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne dans l'ordre de présentation de la liste. Donc en fait, concrètement, il y a une liste de candidats qui va être présentée par les syndicats, puis ensuite dans une autre hypothèse, directement des candidatures libres, c'est d'abord les listes présentées par les syndicats qui vont être élies, et ensuite c'est celles présentées par les candidatures libres. Un procès verbal va être dressé et adressé à l'inspecteur du travail. Maintenant, le CSE. Premièrement, le CSE est obligatoire dans les entreprises employant au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Lorsque l'entreprise comporte un seul établissement, le CSE il est mis en place au niveau de l'entreprise. Et lorsqu'il comporte 2 établissements distincts, c'est-à-dire disposant d'une autonomie de gestion, il faut mettre en place un CSE dans chaque établissement distinct, donc ceux qui bénéficient d'une autonomie minimum.
Le CSE peut être supprimé si l'entreprise est restée en dessous du seuil pendant 12 mois consécutifs. La composition, il y a 3 catégories de membres, l'employeur et son représentant qui vont présider le CSE, les salariés élus dans le nombre qui va dépendre de l'effectif de l'entreprise, on verra ça juste après, les salariés désignés par les syndicats représentatifs dans l'entreprise, chaque syndicat pouvant désigner soit un seul représentant lorsque l'effectif de l'entreprise est supérieur à 300 salariés, soit dans les entreprises inférieures à 300 salariés, le délégué syndical peut représenter lui-même le CSE. Le fonctionnement du CSE va dépendre de l'effectif de l'entreprise. S'il y a moins de 50 salariés, le CSE ne dispose pas de personnalité morale. Il existe à travers l'activité de ses membres. Et s'il y a plus de 50 salariés, le CSE est doté de la personnalité morale. Par conséquent, il dispose d'un patrimoine. Il peut recruter des salariés ou agir en justice. Et il doit désigner obligatoirement un trésorier et nommer un CAC. L'organisation et les réunions avec l'employeur. Il y a 6 réunions minimum par an avec l'employeur, et encore une fois, ça va dépendre de l'effectif de l'entreprise. Dans le cas où l'effectif est inférieur à 50 salariés, l'organisation a des réunions avec l'employeur, le CSE se réunit au moins une fois par mois, il peut présenter des réclamations individuelles ou collectives, les questions sont posées à l'employeur, communiquées par écrit au moins 2 jours ouvrables avant la date pour qu'il puisse y préparer une réponse, et les réponses sont consignées par écrit dans les 6 jours suivant la réunion. Dans ce cas-là, lorsque l'entreprise a moins de 50 salariés, le CSE dispose de moyens matériels et financiers, des moyens, on va dire, classiques, des panneaux d'affichage et locales distincts. Ils ont le droit de se déplacer librement dans l'entreprise et ils peuvent prendre tout contact nécessaire à condition de ne pas occasionner une gêne importante à l'exécution du travail. C'est assez important ça, il faut le savoir. Le CSE peut poser des questions par exemple aux salariés pour mener des enquêtes, mais il faut tout de même que ça n'entrave pas la bonne exécution du travail. Dans le cas où l'effectif est d'au moins 50 salariés, ça va encore une fois dépendre de l'effectif, l'organisation et la réunion avec l'employeur. Si l'effectif est supérieur à 300, c'est une réunion au moins une fois par mois, et si l'effectif est inférieur à 300, c'est une réunion au moins une fois tous les 2 mois. Donc c'est plus régulier lorsque l'effectif est plus conséquent, ce qui est assez logique. Ils vont voter des résolutions figurant à l'ordre du jour. L'ordre du jour, il va être arrêté conjointement par le président et le secrétaire et il doit être communiqué aux membres du CSE 3 jours à l'avance. Les votes ont lieu à la majorité des membres présents. Les moyens financiers, ils disposent des mêmes moyens qu'un CSE pour un effectif de moins de 50 salariés, mais ils bénéficient également de subventions de fonctionnement. Donc c'est la grosse différence. Ces subventions vont être versées par l'employeur, ils représentent 0,2% par an ou 0,22% si l'effectif est supérieur à 2000 salariés, de la masse salariale brute. Donc c'est un pourcentage de la masse salariale brute. Il peut être librement utilisé par le CSE, mais attention, cette subvention de fonctionnement ne peut pas être utilisée pour financer des activités sociales et culturelles. On le verra juste après. Il y a des règles assez spécifiques pour ces activités sociales et culturelles. La subvention de fonctionnement peut tout de même être utilisée pour des activités sociales et culturelles, mais dans une certaine limite. C'est uniquement l'excédent annuel du budget de fonctionnement qui peut être utilisé, et c'est 10% de cet excédent qui va pouvoir être utilisé pour des activités sociales et culturelles. Donc pas plus, pas moins. Les heures de délégation, c'est 10 heures par mois lorsqu'il y a moins de 50 salariés et 16 heures par mois lorsqu'il y a plus de 50 salariés. Les attributions du CSE, encore une fois, ça va dépendre de l'effectif. Premièrement, l'effectif est inférieur à 50 salariés. Donc il y a plusieurs idem ici puisque c'est à peu près pareil lorsqu'il y a plus ou moins de 50 salariés. Le CSE va pouvoir présenter des réclamations, présenter les réclamations des salariés, des réclamations qu'elles soient individuelles ou collectives. Et leur rôle au CSE, ça va être de veiller au respect par l'employeur des lois et de la convention collective. Dans certains cas, en matière de salaire, les membres du CSE peuvent aussi présenter des revendications, c'est-à-dire demander une augmentation des rémunérations par exemple. L'employeur ne peut pas mettre en œuvre une procédure de réclamation en excluant les membres du CSE. Ça va être également défendre les droits des personnes et les libertés individuelles, s'il constate une atteinte illicite aux droits des personnes et aux libertés individuelles. Rendre un avis sur certaines décisions. L'employeur il doit obligatoirement consulter le CSE quand il y a une inaptitude d'un salarié, un congé payé, la formation, le licenciement collectif d'au moins 10 personnes sur 30 jours. On verra la consultation du CSE juste après plus en détail. Et ils peuvent enfin saisir l'inspecteur du travail pour toute plainte et observation relative à l'application des dispositions légales. C'est la même chose lorsqu'il y a plus de 50 salariés pour ces dispositions précises. Mais lorsqu'il y a plus de 50 salariés, il y a également la notion d'activité sociale et culturelle qui n'est pas présente lorsqu'il y a moins de 50 salariés.
Une activité sociale et culturelle est une activité qui va être non obligatoire, qui va être exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise. Donc, il y a 4 conditions à réunir. Ça doit être une activité qui ne doit pas être obligatoire, qui doit être exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination et en vue d'améliorer les conditions. Donc, c'est très important. Donc, là, ici, il y a 3 cas dans lesquels, bien forcément, c'est par nature, ça n'est pas par nature une activité sociale et culturelle. Les activités discriminatoires, celles qui sont obligatoires, et également celles qui excluent certains salariés d'en bénéficier. Les modes de gestion des activités sociales et culturelles. Il y a 3 modes de gestion. Soit le CSE peut assurer lui-même la gestion de ses activités, sans personnalité morale, soit CSE participe à la gestion de certaines activités, donc il y a des exemples à chaque fois, soit le CSE contrôle la gestion de certaines activités dotées de la personnalité morale. Donc soit il est totalement indépendant avec ou sans personnalité morale, ou alors il peut être assisté, ou en tout cas il peut participer à la gestion. Si le chef d'entreprise il conserve la gestion d'une activité sociale et culturelle, alors qu'elle est réclamée par le CSE ou s'oppose, il commet un délit d'entrave. Le financement des activités. Eh bien, le montant de la contribution patronale. La contribution patronale ne peut être inférieure au montant le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales au cours des 3 dernières années précédant leur prise en charge par le CSE. Et également, la contribution patronale à la masse salariale brute ne peut être inférieure au même rapport existant pour l'année de référence. Donc, ça va dépendre des années précédentes, ces contributions patronales. Et donc, l'employeur va verser des contributions patronales. L'utilisation de ces contributions va être réglementée. Premièrement, en principe, elle est libre, mais elle est réservée au financement des activités sociales et culturelles. C'est un peu la même règle qu'on a vue tout à l'heure pour les subventions de fonctionnement, donc on va pouvoir l'appliquer dans l'autre sens. Le CSE, il peut donc pas utiliser pour financer son fonctionnement, mais par contre, il peut, comme pour tout à l'heure, utiliser l'excédent de ces contributions patronales pour l'exercice d'une activité sociale et culturelle dans la limite de 10% pour subventionner son fonctionnement. Plusieurs entreprises peuvent se regrouper pour financer des activités sociales et culturelles communes. Elles sont gérées par un CSE interentreprise qui comprend des membres des différents CSE. Le CSE peut être également avoir des attributions économiques. Il doit être informé ou consulté par l'employeur dans de très nombreuses hypothèses. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant, mais ici, on va rentrer plus en détail. L'employeur dispose d'un délai d'1 an pour se conformer aux obligations récurrentes d'information et de consultation à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint sur 12 mois consécutifs. Donc ça, c'est pour éviter que forcément l'employeur avait l'habitude de ne pas consulter le CSE ou ne pas l'informer, et d'un seul coup le seuil est atteint, donc un CSE est formé, etc. Donc on lui laisse un délai d'1 an pour se conformer à ses obligations de consultation et d'information. Premièrement, la consultation. Donc la consultation, c'est pas une demande d'autorisation, mais le CSE doit être consulté. Il faut bien nuancer, ça veut pas dire que ça empêche l'employeur de faire quelque chose, ça veut dire que c'est nécessaire à la régularité de la procédure. Chaque année, il y a 3 domaines dans lesquels le CSE doit être consulté. L'orientation stratégique, la situation économique et financière et la politique sociale. Le CSE doit être consulté cette fois-ci de manière ponctuelle dans 4 domaines: l'introduction de nouvelles technologies, le projet de licenciement pour motif économique, l'organisation économique ou juridique de l'entreprise et le lancement d'une OPA. Les consultations obligatoires, donc comme on l'a dit, en orientation stratégique de l'entreprise, une consultation annuelle est obligatoire. Elle doit mettre à la disposition du CSE une base de données. La situation économique et financière, pareil, chaque année. La politique sociale, les conditions de travail et d'emploi, avec des accords d'entreprise ou des conventions collectives qui doivent prévoir cette périodicité de maximum tous les 3 ans, sinon il y a une consultation annuelle si c'est pas prévu. La consultation cette fois-ci ponctuelle en cas d'introduction d'une nouvelle technologie, en cas de licenciement pour motif économique, ça va varier du nombre de licenciements. Il y a une consultation si c'est inférieur à 10 licenciements et 2 consultations s'il y a plus de 10 licenciements. L'organisation économique et juridique en cas de modification de l'organisation de l'entreprise et le lancement d'une OPA. La procédure de consultation, premièrement, il y a une information avant consultation. Le délai peut être fixé par accord d'entreprise, sinon il ne peut pas être inférieur à 15 jours.
À défaut, le délai accordé au CSE pour rendre sa décision, il est d'au moins 1 mois ou 2 mois si le CSE fait appel à un expert. La consultation donne lieu à un avis du CSE sur la mesure envisagée par l'employeur. Cet avis ne lie pas l'employeur, comme je l'ai dit, c'est simplement un avis du CSE. À défaut, avoir rendu dans le délai, la décision est réputée négative. En cas d'absence de consultation, l'employeur commet un délit d'entrave. Donc la régularité de la procédure de consultation n'est pas respectée, par conséquent, ce qui va en suivre n'est pas valablement formé. Les membres du CSE sont tenus à un secret professionnel pour les questions relatives aux procédures de fabrication et une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel. Le CSE doit être informé par l'employeur à l'occasion de chaque consultation et doit aussi être informé de manière ponctuelle. Les informations ponctuelles, c'est 1 fois par mois après chaque consultation, chaque trimestre dans les entreprises de plus de 300 salariés. Au niveau des désignations d'experts, premièrement, l'expert comptable, il est choisi librement par le CSE, c'est important, c'est pas l'employeur qui le choisit. Il y a 3 consultations par an obligatoires ou en cas de procédure de licenciement économique également, ou lorsque le CSE est consulté pour une opération de concentration. Sa mission, bien on la connaît, c'est la vérification et le contrôle. Il est rémunéré à 100% par l'employeur si cette consultation résulte d'une situation économique et financière, politique sociale, conditions de travail, licenciement collectif, et 80% par l'employeur et 20% par le CSE pour la consultation autre, donc celle sur les orientations stratégiques et les opérations de concentration. L'expert en technologie, donc ça c'est en cas d'introduction d'une nouvelle technologie, dans les entreprises de plus de 300 salariés, la nomination elle est faite avec consultation de l'employeur à la majorité des membres du CSE. Sa mission, ça va être l'étude du projet, des conséquences sur l'emploi. Il va être rémunéré à 80% par l'employeur et à 20% par le CSE. Et il est soumis aux mêmes règles en termes de secret professionnel. Les autres experts, cette fois-ci, ils sont rémunérés à 100% par le CSE et la rémunération est imputée sur les subventions de fonctionnement qu'on a vu juste avant, donc 0,2% de la masse salariale ou 0,22% de la masse salariale si un certain effectif est dépassé. Le droit d'alerte, le CSE dispose d'un droit d'alerte économique lorsqu'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. Et il dispose également d'un droit d'alerte social lorsqu'il a connaissance d'un accroissement important des contrats précaires ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif à ces contrats. Il peut demander à l'employeur de fournir des explications ou directement saisir l'inspecteur du travail. Les autres institutions, il y a le comité de groupe, le comité d'entreprise européen et le conseil d'entreprise. On ne va pas rentrer en détail ici, je vous laisse lire par vous-même et approfondir avec votre cours ou tout ce que vous pouvez trouver dans des livres. Voilà les informations synthétiques à propos de ces 3 autres institutions. Enfin, nous allons voir la protection des représentants du personnel contre le licenciement. Les personnes protégées, il y a les représentants du personnel qui sont élus, les représentants syndicaux et les salariés mandatés, et enfin les autres salariés protégés. Premièrement, les membres élus du CSE, ils bénéficient d'une protection pendant leur mandat et 6 mois après leur mandat. Il en va de même pour les candidats aux élections du CSE qui bénéficient d'une protection de 6 mois après l'envoi des listes à l'employeur, ou si l'employeur savait que la candidature était imminente. Les salariés ayant demandé l'organisation des élections sont également protégés pendant 6 mois. Les représentants syndicaux et les salariés mandatés. Les délégués syndicaux, les représentants de la section syndicale et les représentants syndicaux au CSE bénéficient d'une protection dès la réception de la lettre de désignation par l'employeur ou si l'employeur savait que la désignation était imminente. Après leur mandat, la protection va dépendre. Si leur mandat est d'au moins 1 an, ils bénéficient d'une protection de 12 mois. Et s'il est de plus de 2 ans, ils bénéficient d'une protection de 2 mois pour les représentants syndicaux au CSE. Les salariés mandatés pour négocier un accord d'entreprise, ils bénéficient d'une protection pendant leur mandat et 12 mois après leur mandat. Et dès que l'employeur est informé de la désignation également. Les autres salariés protégés, l'assistant du salarié, il est protégé comme un délégué syndical. Le défenseur syndical devant le conseil de prud'homme, il a droit à 10 heures de délégation. Si l'entreprise dépasse 11 salariés, il est protégé contre les sanctions disciplinaires et il est protégé contre les licenciements comme les délégués syndicaux. Et enfin, le conseiller prud'homal est protégé pendant son mandat et 6 mois après celui-ci. Le contenu du régime protecteur, concrètement, les salariés sont protégés contre le licenciement, contre la rupture de la période d'essai, enfin bref, ils sont protégés contre pas mal de choses. Par ailleurs, l'accord du salarié protégé est nécessaire pour tout changement des conditions de travail. Enfin, le déroulement de la procédure spéciale en cas de licenciement d'un salarié protégé. Premièrement, il y a un entretien préalable avec la consultation du CSE et
on le sait, l'employeur doit demander à l'inspecteur du travail, soit immédiatement après l'entretien, soit dans les 15 jours qui suivent la délibération du CSE, ou en cas de mise à pied conservatoire, il y a un délai de 15 jours qui va être réduit à 48 heures. L'inspecteur du travail va rendre sa décision dans un délai de 15 jours, réduit à 8 en cas de mise à pied conservatoire. Le silence de l'inspecteur vaut refus. La décision de l'inspecteur ne doit pas porter atteinte excessive aux intérêts de l'employeur. Et enfin, la notification du licenciement au salarié, à condition que l'inspecteur du travail l'ait autorisé. Remarque, le recours est possible sur la décision, mais ces recours n'ont pas d'effet suspensif. Les conséquences d'un licenciement non autorisé. Dans un premier cas, le licenciement a été prononcé en l'absence d'autorisation. Dans ce cas-là, les licenciements sont nuls. Il y a 2 solutions possibles, soit demander la réintégration, soit demander des dommages et intérêts. Si le salarié demande à être réintégré dans l'entreprise, il a droit en outre au salaire qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été licencié, et également des dommages et intérêts si le salarié n'a pas demandé la réintégration, des indemnités au moins égales au salaire qu'il aurait perçu dans la limite de 30 mois de salaire, et également des indemnités de rupture à une indemnité pour licenciement nulle au moins égale à 6 mois de salaire. Dans le deuxième cas, l'autorisation de licenciement est annulée, donc la demande dans les 2 mois qui suivent l'annulation de réintégration dans l'entreprise. Il doit également bénéficier d'indemnités qui couvrent l'ensemble du préjudice subi, mais cette indemnité ne sera versée que lorsque l'annulation de l'autorisation de licencier sera devenue définitive. Sinon, il y a une indemnité du jour du licenciement jusqu'à la date du 2e mois suivant la notification à l'employeur de la décision d'annulation. Ça va être versé lorsque l'autorisation d'annulation sera définitive. Donc bref, pour ce chapitre, il va falloir savoir à peu près tout, mais il va surtout falloir savoir en détail tout ce qui est relatif au CSE, donc toutes les parties un peu techniques, tout ce qui est subvention de fonctionnement, également les contributions patronales, les procédures en fonction de l'effectif de l'entreprise, et enfin également tout ce qui est relatif aux élections professionnelles avec les contrats préélectoraux. Eh bien, il va falloir le savoir, il va falloir savoir les conditions pour être électeur et pour être candidat. Ce chapitre est très dense, mais il est très important.